Les funérailles d'État d'Élisabeth II ont débuté ce lundi matin à Londres. Le cercueil de la reine défunte a quitté Westminster Hall, où il était exposé au public depuis plusieurs jours, pour rejoindre l'abbaye de Westminster. Dans le cortège étaient présents les enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward et le roi Charles III, mais également l'héritier du trône, William, prince de Galles, et son frère Harry, duc de Sussex. Le cercueil a été soulevé puis transporté dans l'abbaye de Westminster, suivi par les membres de la famille royale et par près de 2000 invités de marque. Le chef spirituel de l'église anglicane, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a rendu hommage à la monarque et à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth. La première ministre britannique, Liz Truss, a également prononcé un discours. Une cérémonie remplie d'émotions à laquelle ont participé des dirigeants du monde entier. Parmi eux, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Élisabeth II sera inhumée en fin de journée à la chapelle Saint-Georges aux côtés de son époux, le prince Philippe. Les funérailles d'Élisabeth II représentent un défi sécuritaire sans précédent pour les autorités britanniques. Plus de 10 000 policiers mobilisés dans la capitale, épaulés par des agents venus de tout le pays et des membres des forces armées. Le périmètre autour de Westminster est verrouillé alors que plus de 500 dignitaires étrangers assistent à la cérémonie. Rois, reines, présidents, premiers ministres et autres personnalités politiques sont réunis en un seul et même endroit. Pour prévenir le risque d'attaque terroriste, les canalisations des rues ont été inspectées, les poubelles scellées. Des agents sont postés sur les toits, d'autres patrouillent sur la Tamise ou à cheval dans les rues. Le survol du centre de Londres par des drones a été temporairement interdit et le trafic aérien limité pour ne pas perturber le service funéraire. Sur ces images, la centrale nucléaire de Pivdeno-Ukrainsk bombardée dans la nuit de dimanche à lundi. La puissante explosion a eu lieu à 300 mètres des réacteurs de la deuxième centrale, la plus grande d'Ukraine, qui fonctionne encore normalement. Aucune victime n'a été signalée, mais plus d'une centaine de fenêtres du bâtiment ont été endommagées. L'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom a accusé la Russie d'avoir attaqué le site situé dans le sud du pays. Si Moscou n'a pas encore répondu à ces accusations, le ministère russe de la Défense a diffusé des images de militaires lançant des attaques contre des positions et des infrastructures de l'armée ukrainienne. La contre-offensive ukrainienne va se poursuivre, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky dans un message diffusé dimanche soir. Sur ces images, les stigmates laissés par les bombardements de Kiev sur la ville de Donetsk dans l'Est. Le président ukrainien promet de continuer les efforts pour regagner du terrain face aux Russes. Peut-être que certains d'entre vous ont maintenant l'impression qu'après une série de victoires, nous connaissons une certaine accalmie. Mais ce n'est pas une accalmie. Nous nous préparons à une prochaine série d'attaques, parce que l'Ukraine doit être libre, toute l'Ukraine. Côté russe, le porte-parole du ministère de la Défense affirme avoir repoussé avec succès une offensive ukrainienne dans la région de Kherson, suggérant qu'au moins 180 militaires ukrainiens avaient été tués et beaucoup de matériel détruit. Les frappes russes se sont également poursuivies sur diverses autres localités. Plusieurs cibles civiles ont été visées selon les services de renseignement britanniques. Beaucoup redoutent un regain d'attaques russes pour répondre à la contre-offensive de Kiev. On va à la station de police. Et qu'est-ce qui s'y trouve? Je vais vous montrer l'endroit dans lequel j'ai été détenu.
8 jours après sa libération, la ville d'Izium continue de révéler ses secrets macabres. Sorti d'une longue convalescence à l'hôpital, Mikhailo Shindey, 67 ans, revient sur le lieu où les forces russes l'ont torturé pendant 12 jours. J'étais dans cette cellule, les fenêtres étaient couvertes de toile. Ça vient de ma veste, c'est un morceau de ma veste. Ce bol jaune était à moi. Oui, c'était bien ma cellule. Il me frappait avec une barre de métal à l'étage. Il y avait une salle spéciale. Je ne peux pas vous dire exactement où c'était. C'est flou dans ma tête. Vous avez entendu des gens crier? Oui, bien sûr, il y avait des tabassages partout dans notre cellule à côté de la nôtre. Une femme à côté criait très fort. Comme d'autres personnes dans sa cellule, Mikhailo marquait d'un trait sur ce mur ses jours en captivité. Le 8 septembre, alors que les troupes ukrainiennes ne sont plus qu'à quelques kilomètres, les Russes libèrent à la hâte les prisonniers. Mikhailo est alors emmené à l'hôpital pour des opérations du bras et de la jambe. Mais d'autres n'en sont pas sortis vivants. D'après les autorités ukrainiennes, des exactions similaires ont été commises dans toutes les villes occupées. L'ouragan Fiona a causé d'importants dégâts sur l'île américaine de Porto Rico. Des pluies torrentielles et des vents de plus de 140 km/h ont provoqué des glissements de terrain et des chutes d'arbres. L'ensemble du territoire a été privé d'électricité. L'ouragan, classé auparavant en tempête tropicale, se dirigeait ce lundi sur la République dominicaine. Il avait touché précédemment la Guadeloupe, faisant un mort et causant d'importantes inondations. Découverte en Israël d'un caveau funéraire unique datant de l'époque du pharaon Ramsès II, il y a environ 3300 ans. Dans la sépulture, les archéologues ont découvert, outre des ossements, des offrandes telles des poteries, des marmites, des bocaux, des pointes de flèches ou de lances en bronze. Le caveau a été découvert accidentellement par une machine d'excavation près de Tel Aviv. Plusieurs milliers de manifestants anti-LGBT ont défilé ce dimanche à Istanbul. Pendant cette mobilisation, la plus grande de ce genre en Turquie, les organisateurs réclamaient la fermeture de toutes les associations LGBT et l'interdiction de leurs activités. Ils affirmaient également avoir recueilli plus de 150 000 signatures pour exiger une loi interdisant ce qu'ils appellent la propagande LGBT. La manifestation a provoqué l'indignation des groupes de défense de droits de l'homme à travers le monde, comme ILGA Europe, qui a tweeté que la Turquie doit assurer la protection de tous ses citoyens. Les marches des fiertés sont interdites en Turquie depuis 2015, mais l'inquiétude concernant les droits des minorités sexuelles dans le pays grandit chaque année. La Tour Eiffel a ouvert ses coulisses gratuitement aux visiteurs à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ce week-end. Au programme, la découverte du fonctionnement particulier de ces ascenseurs. J'aime beaucoup la Tour Eiffel, donc j'ai regardé dès que c'était disponible pour prendre un créneau. Et du coup, au moment de l'inscription, c'est là où j'ai vu que c'était des ascenseurs qui étaient les mêmes depuis le début, ce que je ne savais pas. Et donc du coup, j'étais encore plus excité à l'idée de voir tout ça. Et effectivement, c'est très impressionnant. Ça fait une mini-ville sous la Tour Eiffel pour faire bouger tout ça. Des visites guidées ont embarqué les touristes dans l'antre du prestigieux monument parisien pour découvrir notamment comment l'eau alimente ces ascenseurs. On a un système avec des contrepoids, des accumulateurs. Les 180 tonnes vont venir pousser le chariot. On va venir faire remonter les accumulateurs, les gros bidons jaunes. Cette visite est une sorte de voyage dans le temps à la découverte du génie de Gustave Eiffel, mais aussi une rencontre avec ceux qui œuvrent au quotidien pour préserver ce patrimoine unique. La technique, c'est un peu un métier caché. Tout ce qu'on fait en dessous, tout ce qui vit en dessous, personne ne voit ou on le voit que très rarement. Et donc on profite un peu de ces journées du patrimoine, pour montrer ces machines qui sont merveilleuses et leur expliquer et aussi expliquer aux gens notre métier et l'amour qu'on a pour nos machines, pour notre monument et puis pour notre travail. Au total, près de 25 000 événements gratuits ou à tarifs réduits ont eu lieu en France ce week-end à l'occasion de cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine.